Pendant une grande partie de l'histoire humaine, le corps nu n'a pas posé de problème particulier. Il était visible, présent, ordinaire. Il faisait partie du monde au même titre que le travail, le climat ou la vie quotidienne. Ce qui pose question, ce n'est pas le corps lui-même, mais le moment précis où il a commencé à déranger. Dans de nombreuses sociétés anciennes, le corps n'était ni dissimulé, ni chargé d'un sens moral particulier. Il n'était pas un message, il n'était pas une transgression, il était simplement là. Et pourtant, aujourd'hui, ce même corps est entouré de règles strictes. Il doit être couvert, contrôlé, cadré. Sa visibilité devient une source de gêne, parfois d'interdiction. Ce contraste pose une question simple mais profonde. Si la nudité n'a pas toujours été perçue comme un problème, à quel moment le corps est-il devenu un enjeu social? Quand a-t-il cessé d'être neutre pour devenir sensible, puis tabou? Cette vidéo ne cherche pas à juger ces évolutions. Elle ne cherche pas non plus à défendre une position contemporaine. Elle propose simplement de remonter le fil de l'histoire pour comprendre comment, progressivement, le regard porté sur le corps a changé et comment la pudeur s'est imposée comme une norme. Pour comprendre ce basculement, il faut d'abord revenir à une évidence souvent oubliée. Pendant longtemps, le corps n'a pas été perçu comme un problème social. Avant le tabou, le corps comme fait social. Dans de nombreuses sociétés anciennes, la nudité ne faisait pas l'objet d'un encadrement moral strict. Elle apparaissait comme une donnée ordinaire de la vie sociale, liée au climat, au travail et à l'organisation collective. Le corps était visible, mais rarement interprété. Dans l'Égypte pharaonique, entre le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, les représentations murales montrent fréquemment des corps partiellement ou totalement dénudés, en particulier dans les scènes de travail agricole ou artisanal. Les ouvriers, les enfants et parfois les esclaves y sont figurés sans que cette nudité ne soit associée à une transgression ou à une honte particulière. Les vêtements marquent surtout le rang social, non une exigence morale universelle. Mais cette neutralité du corps n'est pas propre à une civilisation isolée. On la retrouve également dans des sociétés où le corps est pleinement exposé au regard collectif. Dans la Grèce antique, entre le 8e et le 4e siècle avant notre ère, la nudité masculine est intégrée à la vie civique. Les pratiques athlétiques, les compétitions et l'entraînement militaire se déroulent sans vêtements. Le mot même de gymnasium signifie littéralement « lieu où l'on est nu ». Ici encore, le corps n'est pas interprété comme un message moral, mais comme une réalité fonctionnelle et sociale. Tant que le corps reste inscrit dans des pratiques collectives clairement codifiées, il ne pose pas problème, voire n'implique pas encore juger. Cette logique se retrouve dans plusieurs sociétés traditionnelles étudiées par l'anthropologie moderne, notamment en Afrique subsaharienne ou en Océanie au XIXe et XXe siècle. Les travaux de Bronislaw Malinowski dans les îles Trobriand montrent que la nudité quotidienne n'est pas systématiquement associée à la sexualité. Le regard social reste largement neutre tant que le corps n'est pas isolé de son contexte. Dans ces sociétés, il n'existe pas encore de séparation rigide entre le corps, la sexualité et la honte. Le corps est d'abord un outil, une présence, une évidence sociale. Il n'est ni valorisé, ni condamné en permanence. Mais cette évidence commence à se fissurer lorsque le regard change. Non plus seulement le regard des autres, mais le regard que l'homme porte sur lui-même. Certains récits fondateurs du Proche-Orient ancien traduisent symboliquement ce basculement. Dans la tradition biblique, telle qu'elle apparaît dans le livre de la Genèse, rédigé entre le Xe et le 5e siècle avant notre ère, la nudité est d'abord présentée comme une évidence. Adam et Ève sont décrits comme nus sans que cette nudité ne soit associée à la honte ou à l'interdit. Le basculement intervient après la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance. Le texte précise alors qu'ils prennent conscience de leur nudité et cherchent à la dissimuler. Ce qui change n'est pas le corps lui-même, mais le regard porté sur ce corps. Dans ce récit, la pudeur n'apparaît pas comme une donnée naturelle, mais comme une conséquence de la connaissance et de l'auto-observation. Ce passage ne décrit pas un événement historique, mais met en scène un mécanisme fondamental, le moment où le corps cesse d'être une évidence pour devenir porteur de sens.
Mais cette transformation du regard ne reste pas symbolique. Avec l'augmentation de la densité humaine, la structuration des sociétés et la multiplication des regards, ce basculement va progressivement s'inscrire dans les règles sociales elles-mêmes. Le moment de bascule. Ce basculement du regard ne se produit pas par hasard. Il accompagne une transformation profonde des sociétés humaines. À partir du 4e millénaire avant notre ère, dans plusieurs régions du monde, les groupes humains se sédentarisent et les premières villes apparaissent. En Mésopotamie, des centres urbains comme Uruk ou Lagash concentrent désormais plusieurs milliers d'habitants dans un espace restreint. Le corps, autrefois intégré à un environnement dispersé, devient alors visible en permanence. Cette nouvelle proximité change tout. Dans un espace dense, le regard de l'autre ne disparaît plus. Il s'accumule, il se multiplie. Le corps n'est plus seulement présent, il est observé, comparé, évalué. Avec la ville apparaissent aussi des hiérarchies sociales plus marquées. Statut, rôle, fonction se différencient. Le corps commence à signaler une place dans l'ordre social. Ce qui était auparavant neutre devient progressivement lisible. Dans la Grèce classique, entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère, cette distinction se précise. La vie civique s'organise autour d'espaces clairement définis, l'agora, la maison, le gymnase. Le corps n'est pas perçu de la même manière selon qu'il se trouve dans un espace public ou privé. Cette séparation structure peu à peu le regard social. À Rome, quelques siècles plus tard, cette logique s'intensifie. La maison romaine distingue rigoureusement les espaces ouverts aux visiteurs de ceux réservés à l'intimité familiale. Le corps commence à être protégé, non par interdiction, mais par convenance. Ce qui peut être montré ici ne l'est plus ailleurs. C'est à ce moment que la pudeur apparaît comme un mécanisme social. Elle ne repose pas encore sur une règle écrite ou une sanction explicite. Elle repose sur l'anticipation du regard de l'autre, sur l'idée que le corps peut être perçu, interprété, jugé. Désormais, le corps n'est plus seulement vécu, il est pensé à travers le regard collectif. Et cette transformation introduit une nouvelle exigence, celle de contrôler ce qui est visible. Mais cette pudeur naissante n'est encore qu'un ajustement social. Elle n'interdit pas, elle prépare autre chose. Car à mesure que les sociétés se complexifient, ce regard va cesser d'être simplement implicite pour devenir normatif. Le corps contrôlé. Lorsque les sociétés deviennent plus complexes, la pudeur ne reste plus un simple ajustement implicite. Elle commence à se formaliser. Le regard collectif ne se contente plus d'observer, il prescrit. Dans plusieurs civilisations antiques, ce processus s'accompagne de la mise en place de normes religieuses et morales. Dans le Proche-Orient ancien, à partir du 1er millénaire avant notre ère, les codes religieux intègrent progressivement des prescriptions concernant le corps, l'apparence et la tenue. Le corps n'est pas seulement vécu, il devient porteur de règles. Dans la tradition juive antique, telle qu'elle se structure entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, certaines prescriptions distinguent clairement ce qui peut être montré et ce qui doit être couvert. Ces règles ne visent pas à effacer le corps, mais à l'inscrire dans un ordre symbolique précis. Le corps devient un lieu d'obéissance visible. Dans le monde gréco-romain tardif, ce mouvement se renforce sous l'effet du pouvoir politique. À Rome, à partir du 1er siècle avant notre ère, la tenue vestimentaire marque explicitement le statut social, le genre et la fonction. La toge, par exemple, n'est pas un simple vêtement. Elle signale l'appartenance à la cité et le respect des normes civiques. Être correctement vêtu, c'est être reconnu comme membre de l'ordre établi. Avec l'expansion du christianisme à partir du IVe siècle, notamment après l'édit de Milan en 313, le rapport au corps se transforme encore. Les écrits des pères de l'Église, comme Augustin d'Hippone, insistent sur la maîtrise de soi et la retenue corporelle. Couvrir le corps devient progressivement un signe de moralité et de conformité aux valeurs dominantes. Mais ce contrôle ne s'exerce pas uniquement par la loi ou la religion, il s'exerce aussi par imitation, par distinction, par anticipation du jugement.
Se couvrir, ce n'est pas seulement obéir, c'est montrer que l'on appartient à un ordre, que l'on en maîtrise les codes. À ce stade, le corps n'est plus neutre, il est lisible. Il communique une position sociale, une conformité morale, une appartenance. La norme est désormais installée. Elle n'interdit pas encore systématiquement, mais elle encadre, classe et hiérarchise. Et lorsque ces normes deviennent dominantes, une nouvelle étape se prépare, celle où la transgression n'est plus seulement mal vue, mais explicitement sanctionnée. De la pudeur au tabou. Lorsque les normes de pudeur s'installent durablement, un nouveau phénomène apparaît. Ce qui relevait jusque-là de la convenance commence à se transformer en obligation. Et ce glissement ne se fait pas brutalement. Il se perd lentement, à mesure que les règles sont répliquées, transmises et intériorisées. À partir de la fin de l'Antiquité, et surtout durant le Moyen Âge occidental, entre le 5e et le 13e siècle, les prescriptions concernant le corps deviennent de plus en plus précises. Les textes religieux, les règles morales et les usages sociaux convergent pour définir ce qui peut être montré et ce qui doit rester caché. La nudité cesse alors d'être une simple question de contexte. Elle devient un signe. Dans l'Europe médiévale, le corps nu est progressivement associé à la faute, à la marginalité ou à la perte de contrôle. Les représentations artistiques de la période montrent que la nudité n'apparaît plus que dans des situations bien spécifiques. La chute, le châtiment, l'humiliation. Le corps visible n'est plus neutre, il est interprété. Ce changement est renforcé par un mécanisme essentiel, l'intériorisation. La règle n'a plus besoin d'être rappelée en permanence, elle est anticipée. La honte, la gêne, puis l'autocensure apparaissent avant même toute sanction extérieure. Le regard de l'autre est désormais intégré au regard que l'individu porte sur lui-même. Dans les sociétés modernes naissantes, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ce processus s'étend au quotidien. Les codes vestimentaires se rigidifient, les espaces privés se ferment. Le corps doit être maîtrisé en permanence, même hors de toute observation directe. À ce stade, la nudité n'est plus seulement encadrée, elle devient problématique par nature. Elle appelle une justification, une explication, parfois une transgression assumée. Le corps nu est désormais chargé de sens, indépendamment de toute intention. Ce basculement montre une chose essentielle. Le tabou n'est pas une donnée universelle ou biologique, il est le résultat d'une construction culturelle longue, fondée sur des normes, des récits et des pratiques répétées. Mais une fois installé, le tabou produit un effet paradoxal. Plus le corps est dissimulé, plus il devient symboliquement puissant. Et cette tension va continuer à structurer durablement le rapport des sociétés au corps. Pour conclure, la pudeur n'est donc ni universelle ni intemporelle. Elle est le produit d'une histoire façonnée par des contextes, des normes et des regards qui ont évolué au fil du temps. Ce qui fut longtemps neutre est devenu sensible, puis parfois tabou, sans que le corps lui-même ne change. Comprendre cette trajectoire permet de prendre du recul, non pour juger les normes actuelles, mais pour se rappeler qu'elles ne sont jamais évidentes, elles sont héritées. Et, comme toute construction culturelle, elles continuent d'évoluer. Si ce genre d'exploration historique et anthropologique t'a intéressé, pense à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner pour continuer à comprendre l'origine de ce qui façonne notre monde.